Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Et je commence, puisque pour éviter de perdre du temps à la fin ou d'être court et de ne pas avoir le temps de remercier Monsieur le Président de l'Académie des Sciences pour l'invitation. Il y a du Larsen. Donc il va falloir éteindre un des micros. L'Université de Montpellier et donc l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier de m'avoir invité. Et en guise de contexte, je suis systématicien, je me dis que systématicien, botaniste, nomenclateur, donc c'est trois manières de décrire un petit peu mes activités. Et la réflexion que je vais vous présenter ce matin, ou les éléments de réflexion, ils dérivent d'une série de projets de recherche qui ont été réalisés ces dernières années. Donc que ce soit dans Brio, c'était un programme sur de la sélection variétale et de l'utilisation de l'histoire des plantes pour faire de la sélection variétale. Rêverie qui est un projet en cours sur des questions d'identification assistée par ordinateur. De l'histoire de la classification des roses, de l'inventaire des herbiers de Pays de la Loire. Et puis une réflexion sur l'ordre au XIXe siècle, donc vraiment des choses assez hétéroclites dans lesquelles j'étais engagé, mais qui concernent toutes... Alors je vais essayer de fonctionner au mieux. Non, ça va pas aller. Donc qui concerne toute la botanique, et quand on cherche rapidement ce que c'est la botanique, on est dans une situation où, grosso modo, toutes les images que vous avez là, elles font apparaître la botanique d'abord et avant tout en termes d'adjectifs. En gros, vous avez jardin botanique, illustration botanique, planche botanique. Et pour botanique en tant que discipline, il va falloir creuser un tout petit peu plus. Mais gardez en tête qu'il y a un usage en termes d'adjectifs, tout ce qui relève du végétal. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'abord et avant tout en tant que discipline scientifique. Il fonctionne. Il semble. La salle ne m'entend pas. Ça y est. On a l'air de vouloir s'en sortir davantage. Il ne peut pas se déplacer. Ça devrait aller. Ouais. C'est un tout petit peu compliqué de tordre la tête pour voir ce que j'ai sur ma présentation, mais on va s'en sortir. Donc, quand on revient en fait à la botanique, dans l'encyclopédie d'Alembert, c'est pas d'Alembert qui a rédigé les textes sur l'histoire naturelle, c'est Daubenton. Louis Daubenton, donc qui a été le premier président du Muséum d'histoire naturelle, et qui nous met le texte que je vous ai reproduit ici avec des éléments de description du contenu de la botanique. Alors il y a 5 pages, je ne vais pas remettre les 5 pages. Et juste en guise un petit peu de démarche iconoclaste, je vous ai mis une encyclopédie en fait actuelle, qui est Wikipédia, qui nous dit aussi dans son introduction ce que c'est la botanique en termes de sciences consacrées à l'étude des végétaux, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de faire le comparatif entre les deux, donc de mettre côte à côte deux encyclopédies qui n'ont pas du tout le même type de construction, qui n'ont pas du tout la même période de construction, et de voir s'ils ont quelque chose d'à peu près cohérent. Et en fait, ce qu'il y a de cohérent, c'est qu'ils commencent toutes les deux pour dire que c'est une science. C'est-à-dire un ensemble de méthodes. On verra un tout petit peu après cette question de science. Donc, science de l'étude des végétaux ou science qui traite de tous les végétaux et de tout ce qui a un rapport immédiat avec les végétaux. C'est ce que nous dit Daubenton. On a également, en fait, des éléments qui nous disent qu'elle présente plusieurs facettes, qui la rattachent aux autres sciences du vivant, ou alors c'est une partie de l'histoire naturelle. Donc, clairement, c'est une science rattachée dans un autre ensemble de classification des disciplines. Donc, on retrouve, en fait, cette question d'arbre des disciplines, de synthèse des disciplines que proposait d'Alembert. Et en même temps, toujours dans ces deux mêmes textes qui ont quand même pas tout à fait 270 ans d'écart, à peu de choses près, on a une redivision de cette discipline en disant la botanique générale recouvre la taxonomie, la systématique, la morphologie végétale, l'histologie végétale, la physiologie, etc. Donc plein de parties dans la logique de Wikipédia, et dans la logique en fait de Daubenton, on retrouve d'un côté l'étude de la végétation fait la première partie de la botanique, de cette science, donc l'étude de la végétation, en faisant bien attention à ne pas faire d'anachronisme. Dans ce sens-là, c'est de la physiologie végétale, c'est les conditions de croissance en fait des végétaux. Et un tout petit peu plus loin, on a le détail de la botanique qui est divisé en plusieurs parties. Il y en a 3 principales, à savoir la nomenclature des plantes, leur culture et leurs propriétés. Donc au final, Daubenton divise la botanique en 4. On a donc cette question de végétation, de nomenclature des plantes, de culture et de propriété.
Et au final, qu'est-ce que c'est une science? Alors, sans aller sur l'épistémologie, un ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet, une méthode déterminée, fondée sur des relations objectives vérifiables. On ne va pas détailler chacun de ces éléments, en fait, de définition d'une science, c'est le Robert qui nous dit ça, mais dans le cas de la botanique, notre objet d'étude, ce sont les végétaux, des machins verts qui poussent, on va dire ça comme ça au début, et la méthode, une méthode principalement expérimentale, mais dans une partie de cette science, en fait, c'est aussi une méthode historique, c'est-à-dire une confrontation de sources, et il n'y a pas besoin, en fait, de faire d'essais de croissance. Si vous voulez faire de la physiologie végétale, effectivement, ce sont des expérimentations, mais dès que vous passez sur des activités de systématique, vous êtes une démarche historique. Vous êtes à comparer l'échantillon qu'un tel a ramassé, a décrit de telle manière, et l'échantillon qu'un autre a mentionné, etc. D'autre part, en tant que science, on peut utiliser aussi le terme de discipline scientifique. Et là, les disciplines scientifiques, il y a une synonymie qui n'est pas tout à fait considérée comme exacte quand on va dans le détail. Les disciplines scientifiques sont des constructions sociales, c'est-à-dire qu'au-delà du seul contenu en fait de la science, on a plein de résultats d'interaction. Alors, résultat, si on essaye de synthétiser un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui sur ces disciplines scientifiques, c'est l'interaction de la formation, de la recherche et de la gouvernance. Gouvernance, en fait, faite de la part d'individus, d'institutions, et pour essayer d'analyser ça, les sociologues des sciences et les sociologues des organisations, en fait, ils nous parlent de pratiques, de discours et d'affichage. Grosso modo, on peut dire « je fais de la botanique », c'est un discours sans jamais l'écrire. On peut faire de la botanique sans jamais le savoir. Et puis on peut aussi afficher en gros botanique à un endroit et dedans on n'en fait pas. On est vraiment en fait sur ces trois niveaux d'interprétation des choses qui vont complexifier en fait, qui vont compliquer en fait l'histoire de cette discipline ou de comprendre en fait ce qu'on veut étudier. Donc dans le cas de la botanique, on va considérer que les individus sont les botanistes. Mais même ça, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est quoi un botaniste, mis à part quelqu'un qui dit qu'il connaît les plantes ou du moins qui se dit botaniste lui-même, ou alors perçu par les autres personnes comme quelqu'un qui sait identifier des plantes. On a également des institutions, et l'essentiel en fait, dans le cas des disciplines scientifiques, l'essentiel des institutions qui gouvernent en fait les disciplines, ce sont des établissements d'enseignement supérieur. On considère qu'aujourd'hui, les disciplines scientifiques existent parce qu'elles sont dans les universités. En dehors des universités, il n'y a pas de discipline scientifique. C'est assez particulier de la part des sociologues des sciences et des organisations, mais je vous mets encore des points d'interrogation. Donc, pour revenir à la botanique en guise de pratique, c'est une science des végétaux. Et entre 1752 et 2017, il y a quand même une certaine variation dans ce qu'on appelle un végétal, dans ce qu'on appelle les végétaux, dans ce qu'on appelle les plantes. En 1752, il faut garder en tête que le règne, enfin, ce qui entoure l'être humain est divisé en trois. Ce qui est animal, grosso modo, ce qui a des sentiments, ce qui bouge ou ce qui se bat quand on va essayer de l'attraper. Ce qui est végétal, ce qui est vivant aussi, mais qui, grosso modo, ne bouge pas. Va pas pouvoir, en fait, s'échapper. Il y a un processus qui le fait grandir, mais on a un peu de mal à l'appréhender. Et puis, il y a ce qui n'est pas vivant, ce qui est minéral, ce qu'on va exploiter d'une autre manière. Et quand on essaye de voir dans donc dans le dictionnaire de l'Académie française, en fait, dans la 4e édition, qui est en fait la 3e édition est de 1740, la 4e est de 1768, on voit que le végétal, c'est ce qui végète. Et on reprend en fait, pour la définition du végétal, ce verbe végéter, terme de didactique, croître, poussé par un principe intérieur et par le moyen de racine. Alors par le moyen de racine a été ajouté entre l'édition 3 et l'édition 4, mais auparavant, en fait, végéter voulait dire croître par un principe intérieur. On voit que ça grandit, mais on ne voit pas comment. On ne voit pas de processus, c'est à l'intérieur que ça se passe, et puis à un moment donné, ça sort. Et quand on essaye de voir ce que sont les végétaux, en fait, aujourd'hui, dans les propositions d'organisation de la diversité du vivant, voilà, les végétaux, c'est un des 3 ronds verts que vous avez là. Donc, soit ça correspond à l'ensemble de ce qu'on appelle la lignée verte, en fait, la lignée rouge-verte, algues rouges, algues vertes, plus végétaux supérieurs, enfin les plantes vasculaires. Ou alors c'est uniquement la lignée avec les algues vertes plus les végétaux supérieurs, soit ce sont uniquement les végétaux supérieurs. On a une incertitude dans l'usage en fait en sciences pour ce que sont les végétaux. Les animaux, c'est en fait l'ellipse en noir ici, et tout le reste était
historiquement traité soit comme un animal, soit comme un végétal, soit comme rien du tout, parce que c'était trop petit pour être étudié. Et vous avez plein de choses là-dedans. Vous avez les champignons. Voilà, des champignons ici, les homicètes, des homicètes ici. Il y a des chytridiomycètes qui se trimballent à un autre endroit. Les eugènes, qui sont des algues, enfin, classiquement, qui sont traités comme des algues. Vous avez d'autres algues ici, les xanthophycées, plus des algues brunes, les cryptophytes. Enfin, il y a plein de choses qui étaient traitées classiquement comme du végétal, voire comme de l'animal, qui sont parties, parce qu'on a complètement changé notre manière d'organiser en fait le vivant. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. C'est une science des végétaux qui est divisée en différentes parties. Donc j'ai repris ici ce que disait Daubenton avec la végétation, par une tentative, alors j'espère pas faire trop d'anachronisme, ce qu'il décrit comme végétation se rapproche de questions de physiologie et de croissance végétale aujourd'hui, de nomenclature, qui est plutôt des parties de systématique, donc de la description des choses comme ça, de la culture, donc de l'agronomie, et des propriétés, des usages. Et là, je vous ai remis ce qu'avait mis Wikipédia avec plein de choses. Alors, clairement, on peut essayer de refaire la comparaison. Hop, on a les questions de végétation qui sont physiologie végétale et un petit peu de biogéographie végétale. Pourquoi je mets un petit peu? Parce que dans le texte de Daubenton, on a les questions des milieux dans lesquels poussent en fait les végétaux, qui font partie de la végétation. La nomenclature avec la taxinomie, description des taxons, la systématique, leur classification, et puis la morphologie végétale, leur description. Et puis des éléments sur leur culture, sur leurs propriétés qu'on va retrouver ici. Alors forcément, il y a quelques autres disciplines qui apparaissent, qui n'existaient pas, qui sont développées au 19e. Et on revoit aussi dans d'Alembert, dans le système figuré des connaissances humaines, dans le tome 1 de l'encyclopédie, la botanique, avec comme élément en dessous l'agriculture et le jardinage. Donc on a vraiment aussi dans l'encyclopédie une vision que je vais dire très utilitariste des choses. Et c'est encore renforcé par ce que dit Daubenton sur la botanique et en particulier sur la nomenclature. Alors je vais essayer de voir. La dernière, c'est-à-dire les propriétés des végétaux, est la seule qui soit importante, est la seule partie qui soit importante par l'utilité que nous en tirons. Les deux premières ne doivent nous occuper qu'autant qu'elles peuvent contribuer à faire valeur à la troisième en perfectionnant la connaissance de ses propriétés. Donc ce qui est vraiment important, ça correspond à l'usage, les propriétés. Et dans dans l'article Histoire naturelle de l'encyclopédie, on retrouve une partie botanique. Avec la botanique, elle est l'une des principales branches et des plus étendues de l'histoire naturelle. Mais en parcourant les ouvrages des botanistes, on voit que cette branche amaigrie par un rameau excessif qui lui enlève presque toute sa substance, la nomenclature des plantes, qui n'est qu'une petite partie de leur histoire naturelle. Elle semble avoir été le principal objet des botanistes et ils ne se sont appliqués pour la plupart qu'à faire des dénominations. Clairement, en fait, d'Alembert et Daubenton n'aiment pas la classification, n'aiment pas la dénomination des organismes. On retrouve en fait dans le texte de la botanique une autre citation, je ne vous l'ai pas reprise ici, où grosso modo, ils sont excédés par les quantités de noms qui ont été proposées. Il y a des quantités de noms, il y a des quantités de classifications, et il n'y a rien en fait qui soit vraiment dominant, même si quand on reprend les planches en fait associées à la partie histoire naturelle, il y a en fait deux classifications qui sont représentées, celle de Tournefort et celle de Linné. On a vraiment ces deux éléments, et puis entre tout ça, il y a plein d'autres choses. Mais la nomenclature et la systématique, c'est pas leur truc. Sauf que, pour moi, ce sont mes disciplines de base, et c'est ce que je vais aborder. Je vais surtout aborder en fait la botanique par les facettes qui sont là, c'est-à-dire la question de recenser, la question de décrire, de nommer, de classer, identifier. En essayant de reprendre pour chacune, en fait, cette question historique. Comment on classait, comment on déscrivait, comment on recensait en fait au XVIIIe, comment ça a pu évoluer en fait au XIXe et au XXe siècle, pour arriver au XXIe siècle. Donc ça va faire quand même quelques petits éléments. Recenser les plantes, voilà. Je vous mets à chaque fois la frise chronologique. Alors elle est imprécise parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment dans le détail. Recenser en fait les végétaux. J'ai pas fait le compte du nombre de genres ou d'espèces qui étaient cités dans l'encyclopédie. On sait que, grosso modo, Linné a décrit de l'ordre de 8000 espèces végétales, 8000 ou 8500 espèces, et que dans certains de ses textes, il considérait qu'au-delà de 10 000, on avait tout trouvé. Aujourd'hui, on estime à 391 000 espèces végétales
rien que pour les plantes à fleurs. Et en fait, on a une croissance continue de la description des végétaux. Alors ça, c'est uniquement pour des noms d'espèces décrites et qui sont, enfin, dont le nom est correct et qui concernent la flore de France métropolitaine. Alors, ça dépasse les 5500 espèces de la flore métropolitaine parce qu'on a plein d'espèces qui sont des introduites, qui sont en fait de pays avoisinants. Mais on a cette croissance continue. Alors, j'avais regardé il y a quelques années, on est grosso modo sur une courbe de 12 à 14 espèces en continu par an depuis 1753 jusqu'à 1915. Et puis à partir de 1915, eh ben, on passe plutôt à quelque chose de l'ordre entre 4 et 7 espèces décrites par an. Et vraiment, ce sont les noms corrects, c'est-à-dire, si j'avais figuré en fait la courbe de tous les noms proposés, on arrivait à quelque chose comme on a 80 000 noms en fait aujourd'hui pour les 10 000 espèces reconnues qui sont ici. Donc on est vraiment sur une courbe qui s'est infléchie au tournant de la Première Guerre mondiale. Bon, la Seconde Guerre mondiale, on ne voit pas d'effet, et puis après... on peut toujours avoir des espèces décrites de l'ordre de 2-3 par an, en fait, qui concernent le territoire français. Alors, elles ne sont pas forcément décrites sur le territoire français, mais elles sont trouvées, en fait, après. Donc, on a cette croissance continue des descriptions, et quand on essaye de regarder ce qui se fait à une échelle plutôt internationale, donc, c'est la courbe en gris qui est ici, au sommet, où pareil, on a une croissance. Alors, elle se ralentit un petit peu. Si on regarde le nombre de systématiciens, de taxonomistes, ben, il y en a plein. Il y en a de plus en plus, hein. Sur les végétaux. On n'est pas sur une décroissance en fait de leur nombre. Par contre, on est sur une décroissance affichée depuis le début du XXe siècle sur le nombre d'espèces que chaque systématicien décrit. Donc en gros, on a des personnes qui sont plus nombreuses mais qui décrivent moins d'espèces. Alors que historiquement, on avait moins de systématiciens qui décrivaient plus d'espèces. Ça, c'est un petit point. Et l'autre point qui est assez intéressant à présenter, c'est en fait les régions dans lesquelles on va décrire des espèces aujourd'hui. Autant à l'époque de d'Alembert, donc au XVIIIe siècle, on décrivait des espèces en Europe, enfin originaires d'Europe, d'Amérique du Nord, un tout petit peu d'Asie, mais pas forcément de grande quantité. Aujourd'hui, on décrit des espèces du continent sud-américain, d'Australie et d'Asie. Ce sont les 3 pôles principaux en fait, de description des espèces au cours des 10 dernières années, un peu de choses près, sachant qu'il faut garder en tête qu'on décrit de l'ordre de 2000 à 2500 en fait, espèces par an, sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du globe. Donc on a ici 10% des espèces qui sont décrites au Brésil, et puis un tout petit peu moins de 10% pour l'Australie et pour l'Asie, pour la Chine en particulier. Ça, c'est vraiment pour l'histoire de la description. C'est un processus continu, un petit peu ralenti aujourd'hui, et qui est un petit peu régionalisé aussi. La question de description des plantes, c'est aussi en fait leur fournir des termes pour parler de leur morphologie, pour dire, voilà, ceci c'est une plante à fleurs rouges, oui, mais elle est comment la fleur? Est-ce qu'elle est actinomorphe? Est-ce qu'elle est zygomorphe? Est-ce que c'est une fleur urceolée? Enfin, il y a plein de vocabulaire, il y a plein de choses. Et c'est ce vocabulaire en fait scientifique que Alphonse Karr n'aimait pas quand il disait qu'on insultait les plantes en grec et en latin. C'est le vrai texte qu'il a écrit, ça doit être insulter les plantes en grec. Notre texte, il est un petit peu celui qu'on trouve plus récemment, c'est autre chose. Et quand on prend en fait les documents, avant 1752, avant d'Alembert, on a des tentatives. Alors forcément, je ressors Linné, parce que Linné, c'est un maniaque. Moi, je le perçois comme ça, en fait, aujourd'hui, qui a voulu tout classer. Il a classé tout ce qu'il pouvait. Il a classé les botanistes, il a classé, en fait, les végétaux, il a classé les termes de description, il a classé les ouvrages de botanique, il a nommé tout ce qu'il pouvait. Enfin, ça pourrait être considéré comme un maniaque ou comme quelqu'un qui a effectivement passé son temps à ne faire que ça. Et il a essayé, entre autres, et ce n'est pas le seul, hein, il y a des tentatives antérieures, mais de formaliser la terminologie descriptive. Alors, on récupère comme ça la fructification. Donc, la fructification, c'est l'ensemble des parties fleurs et fruits, en fait, d'une plante, avec le calice, la corolle, etc., et les différentes parties, plus des planches, alors qui rappellent pour beaucoup ce qu'on va retrouver aussi dans Boissier de Sauvage, dans sa flore, en fait, basée sur la morphologie des feuilles, enfin, où il y a une classification des feuilles, en fait, pour la flore de Montpellier. Donc, on a comme ça une agrégation, en fait, de ces choses-là. Alors, juste
un petit point de détail, 1736, ça correspond quasiment aux tout premiers travaux de Linné. 1736, il est encore dans ces périodes, on va dire, d'études. En 1738, il sera sollicité, ou juste avant, il sera sollicité par Clifford pour mettre de l'organisation dans son herbier et dans ses serres. Et donc, 1736, les tout premiers travaux de Linné doivent être de 1734 ou 1735. Et donc, dès ces tout premiers travaux, il a accès à une immense bibliothèque chez Clifford, et une bibliothèque aussi à Uppsala, et puis il va reprendre ce qu'il y a dans ces différents documents pour essayer de faire une synthèse. Quand on essaye d'avancer, alors je passe de siècle en siècle, je peux pas en fait vous faire une description chronologique précise. Le 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, étant sur une discipline scientifique, va essayer de formaliser cette discipline scientifique. Et une formalisation de discipline scientifique, c'est de la mathématisation. On adore la mathématisation en fait, des sciences au 19e siècle, et vous avez des choses comme ça qui apparaissent. Voilà, ça, c'est la formule du genre ranunculus. Alors, je passe sur, vous aurez l'explication juste après, il y a plein de caractères typographiques qui ont été proposés par Séringer-Guliard en 1836, avec plein de choses comme ça. Vous avez de la formalisation des dessins. Ici, c'est Lindley en 1839. Donc, vous avez des formules florales, vous avez de la phyllotaxie qui sont tout dans la même période, 1830-1850. Et voilà ce que ça donne. En gros, cette ligne-là, qui peut être incompréhensible, correspond à cette ligne-là, enfin à ces lignes-là. Ce paragraphe-là est résumé ici avec 161 espèces, dont 142 vivaces, voilà, ici, des feuilles simples qui sont avec un F au-dessus et puis le trait en dessous, etc., etc. Ça, ce sont les sépales. Donc, on récupère en fait tous les éléments de description non, pardon. Les sépales sont là, les pétales, les étamines, les carpelles, leur soudure, etc., le nombre d'ovules. Donc, on a en fait une description de l'ensemble de votre plante comme ça. Alors, ça rappelle d'autres systèmes plus anciens, la phytodermatotechnie qui a été proposée, où une lettre correspondait à un ensemble de caractères. On a 4-5 en fait auteurs sur le début du 18e, fin du 18e pardon, et début du 19e, qui essayent de normaliser des noms ou de normaliser des descriptions. De ces éléments-là, on peut distinguer deux choses aussi. C'est toujours en fait le travail de Séringer-Guliard. On a des listes de termes à exclure de la langue botanique. On a trop de termes qui se balancent, trop de termes qui sont proposés. Alors le 19e siècle, c'est la panacée. On a des outils nouveaux pour observer. On a des compréhensions nouvelles en fait de ce que c'est la morphologie, de ce que c'est une tige, de ce que c'est une feuille, de ce que c'est... Parce que à un moment donné, on parlait de feuilles pour... un des exemples les plus flagrants, c'est le terme bulbe. Un bulbe, qu'est-ce que c'est? Et quand vous êtes au XVIIIe siècle, un bulbe, on vous dit, bon, ça doit être un bourgeon souterrain. Puis après, il y en a qui vont dire, non, c'est un ensemble de feuilles. D'autres vont dire, c'est une tige modifiée. Et donc, petit à petit, par l'anatomie, on va en fait comprendre qu'il y a une partie de tige, il y a une partie de feuille dans un bourgeon. Et on crée, via cette amélioration en fait, de la connaissance, plein de termes. Et vous avez 27 pages dans Séringer-Guliard de termes qu'on veut retirer de la description des plantes. Alors, vous en avez le début ici. Voilà, là-dedans, il faut enlever tout ce qui correspond à akène, acénium, akène et akène. Plus besoin du terme akène. Plus besoin du terme aigrette, non plus. Plus besoin du terme androgyne, androcée. Plus besoin du terme anthèse. Je passe sur tous les autres, dont je pense qu'une bonne partie vous êtes inconnus, parce que agame, athéogame, adiscale, acrospire, etc. Enfin, ça, c'est l'exemple, en fait, de la multiplication de la terminologie descriptive végétale au 19e, qui explique Alphonse Karr. Clairement, Alphonse Karr, il écrit ses textes entre 1860 et 1880, et il a ça devant les yeux. Il a en fait des documents qui lui disent, lui, il aime faire pousser les plantes, il se dit horticulteur en fait à côté de Nice, et il en a marre des botanistes qui lui décrivent les plantes en disant, bah voilà, c'est une plante andropétalaire, machin chouette, machin chose. Non, lui, il préfère qu'on lui dise, c'est une belle rose qui sent bon. C'est clairement ça. Mais on n'est pas Alphonse Karr, et les botanistes ont quand même éliminé une partie des choses. De ces éléments-là, de cette formalisation du 19e, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Des éléments d'apprentissage.
et plus que des éléments de description des plantes. On a les formules florales, c'est Moren en 1852, Grisbach 54, qui ont commencé à faire ces systèmes en disant 5S plus 3P plus 10E plus 4C égale, non, il n'y a pas de égal derrière, mais grosso modo, vous avez une description schématique d'une fleur, d'un certain type de plante. Les diagrammes floraux de Lindley 1839, et qui sont surtout bien formalisés par Eichler. La phyllotaxie, comment sont disposées les feuilles les unes par rapport aux autres. Alors là, il y a des matheux. Il y a Bravet, en fait, puis il y a surtout Auguste Bravet, donc, qui en 1837, lui, travaille sur l'organisation des inflorescences. Vous avez du formalisme mathématique qui est assez phénoménal là-dedans, au point que Bravet, ces questions sur organisation des inflorescences, enfin les frères Bravet, organisation de la phyllotaxie, ce n'est qu'un détail par rapport à quantité de travaux qu'ils ont pu faire au XIXe siècle sur la disposition des points sur un hémisphère, enfin plein de choses très particulières sur de la cristallographie. Ils ont aussi travaillé sur l'organisation des sociétés, enfin, mais Bravet, c'est assez particulier là-dedans. Gulliard a un petit peu travaillé aussi sur ces questions d'inflorescence. Donc on récupère au 19e un formalisme de nos descriptions. Alors on a plein de termes, on en a oublié plein, mais bon, on récupère un petit peu ça. Et le 20e siècle, lui, essaye d'approfondir dans certains cas, voilà, pour ceux qui voudraient utiliser des termes encore plus complexes sur l'architecture des feuilles, voilà. On vous parle de nervation pennée, palmée, pédalée, pelletée. Ça, c'est les termes d'usage classique qui se sont maintenus depuis la fin du 19e. Ben voilà. Vous pouvez choisir aussi brachydodrome, Whig brachydodrome, camptodrome, cladodrome. C'est un français à l'origine. C'est Mouton qui, dans les années 70, a proposé ça. Mouton était à l'université Paris 6. Ses travaux sont passés un petit peu inconnus en France, mais ils ont été réutilisés par les paléobotanistes en fait nord-américains, dont Hickey. Sur cette base-là, les paléobotanistes, dont ce groupe-là, le Leaf Architecture Working Group, ont essayé de bien formaliser toutes les choses. Il y a y compris des différences sur des tailles de feuilles, il y a des explications de la terminologie sur les formes des dents. Pourquoi cette précision-là? Parce que quand on est paléobotaniste, on se récupère des tout petits bouts de feuilles mal conservées qu'il faut essayer de comparer avec des trucs actuels. Et donc, on va aller chercher la nervation tertiaire, voir comment c'est organisé là dans les petites mailles pour essayer de comprendre des choses ou pour essayer d'assigner nos plantes. Donc ça, c'est vraiment des questions de description. Et il y a aussi un point que je ne vous ai pas illustré là, c'est que j'ai mis nombreux dictionnaires. Rien qu'au XXIe siècle, entre 2000 et 2017, donc en 17 ans, on a dû avoir une dizaine de dictionnaires de botanique en français qui ont été publiés. Rien que sur cette période-là. Il y a des besoins ou il y a des intérêts de la part des éditeurs et des besoins de la part d'autres personnes de compiler en fait des dictionnaires. Donc c'est vraiment en fait un élément important aujourd'hui parce que en termes d'apprentissage, c'est un problème quand il y a trop de termes derrière. Pour nommer les plantes, un autre élément d'histoire. Alors, nommer les plantes, clairement, quand on est avant 1752, on se récupère des noms qui sont des polynômes, ici, voilà. Mimosa inermis folis spinatis specialis membranaceo alatis, c'est le nom complet. C'est le nom complet, vous devez apprendre ça. Bon, si vous suivez, en fait, l'Ortus cliffortianus de Linné. Par contre, si vous préférez Plumier, ça s'appelle Inga flore albo fimbriato fructus dulci. C'est une description, mais c'est un nom. Si vous préférez avoir ce que nous proposait Ray dans l'histoire ou Sloan, voilà, c'est Arbar silicosa brasiliensis, folis spinatis, costa media membranulis, utrique, j'y arrive plus, extuberantibus alata. Voilà, vous avez un nom. Ce nom étant quasiment une spécificité de chaque auteur. Vous voyez ici, il y a deux auteurs, il y a Ray et Sloan qui vont utiliser le même nom, mais Margrave qui est ici prend un autre terme, Plumier prend un autre nom, et puis Linné, lui, prend un quatrième nom. Donc vous êtes 4 auteurs à travailler ou à parler de la même plante, vous prenez 4 noms différents. Ce qui forcément permet de comprendre aussi la position de Daubenton et de d'Alembert pour dire les nomenclateurs, on en a marre. Les nomenclateurs qui nous balancent des noms en quantité et tout ce qu'on doit apprendre, ce sont des listes de synonymes qui effectivement ont un sens. Ça vous décrit votre plante. Ça vous dit qu'il n'y a pas d'épines, les feuilles sont pennées et le pétiole il est membraneux et puis est légèrement ailé. Ça vous dit que la fleur est blanche
elle est fin brillée, alors elle est très divisée, et le fruit est doux, le fruit est comestible. Donc, vous pouvez apprendre votre plante, vous pouvez apprendre les noms, parce que vous apprenez en fait la morphologie. C'est assez particulier comme pratique. Donc, on a des polynômes descriptifs, et en 1752, Linné, enfin 1753, Linné fait cet ajout en marge de ces noms. Voilà le nom de Linné, Mimosa folispinatis quinquejugis speciolo articulato marginato. On retrouve le nom qu'il a proposé dans l'Hortus Cliffortianus. Alors, il a changé d'avis, hein. Du moins, il a proposé un nom qu'il considérait comme plus précis. Et vraiment, dans le Species Plantarum de Linné, ceci, c'est le nom. C'est cette phrase-là, le nom. Hein. Quand on cherche vraiment les explications, c'est cette phrase-là. Et ici, il appelle ça des noms triviaux. Il nous explique un peu plus tard que les noms triviaux, grosso modo, c'est un outil d'indexation. C'est pour que l'index à la fin soit plus simple à lire. Parce que si vous avez un index où vous devez mettre tout ça, eh ben votre index, grosso modo, il a à peu près le quart de la taille en fait de votre ouvrage. Donc si vous mettez un index où il y a Mimosa plus un gars, qui donne en fait le binom actuel, donc Mimosa un gars, eh ben vous allez avoir quelque chose qui sera plus court. Donc c'est de l'indexation. Et sous la pression, on considère aujourd'hui que c'est sous la pression de ses étudiants, de ses correspondants et autres, que ces noms composés de deux termes sont devenus monnaie courante. Grosso modo, c'était plus facile pour ses étudiants, pour ses correspondants, pour lui dire ton Mimosa un gars, je ne suis pas d'accord sur ce que tu en dis. Je l'ai vu pousser à d'autres endroits. Ou ton Mimosa un gars, je considère que non, il n'est pas... En fait, le pétiole, il n'est pas articulé, il a quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on récupère comme ça, un petit peu plus tard, le Mimosa un gars, qui est ici, dans ce qui est l'extension à la botanique de l'encyclopédie méthodique de d'Alembert, donc l'encyclopédie méthodique partie botanique rédigée par Lamarck et Poiret. Donc vous avez ici une dizaine de volumes où pour chaque genre vous avez toutes les espèces qui sont connues à l'époque qui sont décrites. Et on a bien le nom de Linné qui apparaît ici, alors on l'attribue à Linné parce que c'est effectivement lui qui a proposé cette abréviation, enfin ce terme d'indexation ici. Et un gars floréalbo, fimbriato, fructidulci, de plumier, on le retrouve, un des noms plus anciens. Donc on a comme ça une apparition d'un outil de communication qui n'était pas un outil de communication délibéré, ou du moins pas de la part de Linné. De la part de ses élèves sûrement, mais de la part de Linné, ce n'est pas le cas. On a aussi en fait une évolution dans les règles pour produire ces noms. Alors Linné, il a des règles qui apparaissent dès 1736 dans le Fundamenta Botanica. Il a... une petite centaine d'aphorismes, il a 114 aphorismes, donc 114 définitions sur comment on doit nommer les genres, comment on doit nommer en fait les espèces. Mais rappelez-vous pour lui, les espèces, les noms d'espèces, ce sont ces polynômes descriptifs. Ce sont quel caractère va-t-on mettre dans le polynôme descriptif? Est-ce qu'on va donner des informations sur le fruit, sur la fleur, sur la feuille, sur la racine? Donc il dit qu'il ne faut pas prendre les caractères, il ne faut pas prendre le nom à partir de la racine, il faut prendre le nom à partir de la fructification, etc. Il explique pourquoi il privilégie des noms qui ont été utilisés par Théophraste plutôt que des noms qui ont été utilisés par Tournefort. Il explique pourquoi il préfère nommer une plante Adansonia que baobab, parce que baobab, c'est le terme en fait de la plante chez les indigènes au Sénégal à l'époque, mais Adansonia, c'est le nom de la personne qui a rapporté la plante ou qui a porté à connaissance cette plante-là. Donc vous avez comme ça des explications, aucune explication sur les noms triviaux. Sur les choix des noms triviaux, forcément en 1736, on est 20 ans, enfin près de 20 ans avant qu'ils soient instaurés, qu'ils les instaurent, mais même après, quand dans le Genera Plantarum ou quand dans le Species Plantarum et ces autres ouvrages, ils n'expliquent pas pourquoi, comment choisir un nom trivial. Il n'y a pas d'explication, ça peut être un terme qu'il a récupéré des polynômes précédents, peu importe, il n'y a pas d'explication. Et ces règles sont individuelles parce qu'on a Esther, on a toute une série d'auteurs qui vont proposer aussi entre 1736, 1750 et 1860, qui vont se proposer des propres règles, qui vont dire non, nous on n'est pas content de ce que nous a dit Linné, on va changer. Et donc on a un système un petit peu flou de nomenclature où on peut changer nos binômes, les binômes de Linné, parce qu'ils ne nous plaisent pas. Quelqu'un qui va dire, s'il y a Péruviana, je ne suis pas content de ce nom-là parce que ça ne pousse pas au Pérou, eh ben je change le nom. Quelqu'un qui va dire, s'il y a Rubra, je ne suis pas content de ce nom-là parce que la plante n'est pas rouge, je change le nom.
C'est une possibilité, c'est même une pratique assez courante qui complique et qui revient à ces questions de polynômes avant Linné. Donc, on a ce problème-là. On a un autre problème, c'est que les horticulteurs décrivent des espèces. Ils récupèrent des plantes, ils importent des plantes d'Asie, ils importent des plantes un petit peu d'Afrique, mais surtout d'Asie, et ils les commercialisent sous des noms, mais aucun botaniste ne les a décrits avant. Aucun botaniste ne les a nommés. Donc les botanistes se récupèrent dans des jardins des plantes qui sont vendues sous un nom X ou Y. Donc voilà, on a plein de noms un peu bizarres, ça embête. Donc les horticulteurs embêtent les botanistes embêtent les horticulteurs parce qu'ils changent les noms. Puis le dernier point, c'est que les horticulteurs, ils commencent à faire des hybridations en assez grand nombre, enfin de manière assez régulière à partir de 1830-1850. Et ils vont sortir des morphologies différentes. Et puis tiens, oh, j'ai un truc différent, je lui donne un nom et je le vends. Parce qu'il est joli. Et voilà, on récupère des plantes dont l'origine géographique est inconnue. Bon, si ce n'est récupérée dans le jardin ou dans la pépinière d'un tel. Donc en 1867, Alphonse de Candolle est mandaté, enfin en 1865, il est mandaté par le Congrès international d'horticulture, par le Congrès international d'horticulture, pour rédiger des règles. Comment on choisit les noms par rapport à tout ce foutoir? Comment on fait ça fait un siècle que des gens proposent des binoms, parfois pour la même espèce, comment on fait? Est-ce qu'on doit prendre le plus ancien? Est-ce qu'on doit prendre le plus récent? Comment on met l'autorité? Comment on met l'auteur? Qu'est-ce qui se passe quand on a en fait une espèce qu'on transfère dans un nouveau genre? Qu'est-ce qui se passe quand on divise un genre en deux? Ça, c'est une question que les zoologistes ont eue quelques années avant. Si vous avez un genre, le genre Salvia, vous avez un systématicien qui vous dit « ben non, moi le genre Salvia, je le divise en deux parties ». Quelle partie conserve en fait le nom Salvia? Et Linné, lui, disait « c'est la partie qui comprend l'espèce la plus utilisée ». On trouve ça dans ses aphorismes. Mais au XIXe siècle, on a tout et n'importe quoi de ce point de vue-là. Les zoologistes, en 1843, ils ont eu le problème avec un systématicien des papillons qui a renommé ou quasiment toutes les espèces en fait de papillons d'Amérique du Nord. Et donc, les lépidoptérologistes d'Amérique du Nord, ils en pouvaient plus, ça changeait tout. Et de Candolle, lui, il a été embêté par un spécialiste des euphorbiacées qui, dans le manuscrit du prodrome pour les euphorbiacées, a en fait modifié toute une question de date de priorité. Pour lui, les noms de genre, c'était en 1753, c'était plus ancien. Donc vous avez des problèmes qui apparaissent là. Donc loi de nomenclature en 1867 par de Candolle. Alors ils sont discutés ils sont modifiés en 1905 pour donner les premières règles internationales en 1905. Et depuis 1905, ces règles, elles ont subi en fait 15 éditions. La 16e édition, elle est prévue pour l'an prochain. Les discussions sur les modifications de la 15e, elles ont eu lieu en fait cet été à Shenzhen en Chine. Donc il y a un processus là de formalisation, c'est des règles, on va dire, c'est de la réglementation, c'est du juridique quasiment. Donc on a ce point-là pour la manière de dénommer. Pour classer les plantes, c'est un point qui est assez essentiel, et je sens que je vais être beaucoup en retard sur le planning, mais ça, je vais essayer de faire au mieux. Pour classer, on est passé de ce système-là, d'un changement des principes de classification. Linné avait mis en évidence des systématiciens qui faisaient des systèmes artificiels. Ils prennent un caractère et à partir de cet unique caractère, ils vont en fait classer l'ensemble des organismes. Donc ici, c'est le nombre d'étamines, la famille des Monandria, des Liandria. Mais il a quand même réfléchi à la méthode naturelle et vous avez ici des ordres avec des ordres qui correspondent grosso modo aux Iridacées ici, aux Typhacées là, aux Cyperacées ici, enfin des choses qu'on peut nommer aujourd'hui. Donc on change un petit peu entre méthode naturelle, ce sont plein de caractères de nos organismes qui permettent de les organiser, et un seul caractère dans les systèmes artificiels. On a en même temps, en parallèle, augmenté le nombre de descriptions de familles. Alors, augmentation du nombre de familles, c'est Jussieu qui en 1759 en reconnaît 59, 94 en 89, et puis aujourd'hui on est à 416. Alors, il faut bien voir que les dernières évolutions, là, entre 389 et 416, c'est au cours des 30 dernières années, parce qu'on a découvert plein de choses au XIXe siècle, mais aussi parce qu'on a changé nos conceptions de ce que c'est une famille. Au XVIIIe siècle, on pouvait éventuellement représenter, quand on avait suffisamment d'argent pour payer des planches, les familles, les relations de famille, ou du moins une carte géographique des familles, comme ça c'est Giesecke, ou une table en fait des affinités entre les familles végétales de Bach, avec des liens en disant bah, ça se rapproche de ça par tel caractère, etc. Enfin, on a une représentation à plat des choses. Pas d'éléments, clairement pas d'éléments évolutifs.
À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et même pendant tout le 20e siècle, on va considérer une immersion évolutive sur la base de caractères. Ici, c'est Besset qui dit que le caractère primitif, si on doit avoir l'état de la plante, est-ce qu'elle est herbacée ou est-ce qu'elle est en fait ligneuse, grosso modo. Voilà, normalement je devrais m'arrêter là, si ça veut bien. Hop là. Donc, Besset qui considère que les plantes sont d'abord herbacées, les plantes primitives sont herbacées ou sont ligneuses. Lui, il considère que c'est herbacé, donc ce sont les ranales qui sont primitives, et puis on va avoir plein d'évolutions là-dessus. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une logique en fait de caractère primitif dérivé, on est sur une logique en fait de transformation des caractères, de mise en évidence de relations d'apparentement qu'on représente sous forme d'un arbre. On avait notre tableau en fait des sciences proposé par d'Alembert, c'était un arbre. Et bien aujourd'hui, pour représenter les organisations la diversité des organismes vivants, c'est pareil, c'est un arbre. Et on a pour objectif de n'avoir des éléments qui sont, alors on dit monophylétiques, grosso modo, si vous avez un arbre, vous imaginez, vous êtes un bûcheron, et un truc monophylétique, vous prenez un coup de tronçonneuse et c'est fini. Tout ce qui tombe, ça va ensemble. Donc vous coupez à ce niveau-là, ça vous fait un gros paquet, une grosse branche, c'est bon, vous pouvez nommer ce paquet-là. Et donc on est clairement sur cette logique-là, de dire, on n'a plus vraiment des caractères morphologiques pour définir, on n'a plus besoin de caractères morphologiques, on passe ces travaux-là sur des questions de phylogénie moléculaire pour essayer d'interpréter les choses. Donc je vais m'en arrêter là parce que sinon je vais exploser le temps, et je vous remercie pour votre attention.